Aujourd'hui, nous sommes à un moment où les fédéralistes souhaitent mettre la main, faire main basse sur notre souveraineté la plus politique, c'est-à-dire la souveraineté régalienne, celle des affaires étrangères, de la défense, et que cela, évidemment, il faut non seulement débattre, mais à mon sens, il faut évidemment le rejeter. Bonsoir à tous. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir, pour Critique de la raison européenne, Aquilino Morel. Aquilino Morel, vous êtes médecin, haut fonctionnaire. Vous êtes notamment connu pour avoir été le conseiller politique de Lionel Jospin à Matignon entre 1997 et 2002. Et vous êtes encore plus connu pour avoir été le conseiller politique du président de la République, François Hollande, de mai 2012 à avril 2014. Vous aviez ensuite écrit un réquisitoire impitoyable contre la politique de ce dernier, paru en 2017, juste avant l'élection présidentielle, et titré « L'abdication ». Nous vous recevons ce soir pour votre dernier ouvrage, « L'opium des élites ». Le titre, comme vous l'avez compris, ne renvoie pas, comme chez Raymond Aron, à l'idéologie communiste, mais bien à l'européisme, idéologie qui est selon vous la religion séculière dans laquelle communieraient les élites de notre temps. En préparant cette conférence, je suis retombé sur un texte de Dostoïevski où celui-ci disait qu'entre le Christ et la vérité, il choisissait le Christ. Le Christ des européistes n'est évidemment pas celui de Dostoïevski, mais l'on retrouve la même logique, la même démarche de foi. L'européisme, comme vous l'expliquez dans votre livre, est depuis des décennies dominant, voire archi-dominant dans la quasi-totalité de l'establishment français. Establishment politique, administratif, médiatique ou universitaire. Il répond selon vous à une finalité double, une finalité théologique et une finalité téléologique. La construction européenne est ainsi comprise par nos élites comme le moyen de notre salut, peu importe les sacrifices que celle-ci implique et peu importe les réalités du monde actuel. On pourrait presque dire que nous sommes dans une logique hegelienne. La négativité dans l'histoire rendrait possible par la dialectique la positivité et in fine la parousie. Nous avons pu le vérifier l'an dernier à l'occasion de la crise du coronavirus, d'abord avec le programme communautaire d'achat des vaccins qui a assez peu marché, il faut le dire au début, et surtout à l'occasion de l'élaboration du plan de relance. Une partie des élites européennes ont en effet cherché à profiter des circonstances dramatiques de cette crise pour nous faire franchir un pas supplémentaire vers le fédéralisme. Ils avaient sans doute à l'esprit la citation bien connue de Jean Monnet. « L'Europe se fera dans les crises, et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». À cette sotériologie s'ajoute un certain nombre de grands mythes fondateurs de l'européisme. Les nouveaux clercs de notre temps préfèrent se raconter et nous raconter des histoires plutôt que d'assumer l'histoire réelle de la construction européenne. Ces grands mythes sont constamment agités dans le débat public. Ils sont bien connus. Alors ça va être l'Europe c'est la paix, l'idée nationale est dépassée au XXIe siècle, ça va être, je ne sais pas, l'union fait la force, l'Europe sociale est possible pour nous protéger dans la mondialisation néolibérale, ça va être l'euro a marché, l'européisme est le fils de la résistance, tandis que le souverainisme est une tradition politique d'extrême droite. On va même jusqu'à laisser entendre aujourd'hui que souveraineté nationale et souveraineté européenne seraient conciliables. Cette vision a particulièrement droit de citer, il faut le reconnaître, ici même à Sciences Po, institution où Pierre Moscovici assurait encore il y a quelques années un des principaux cours de questions européennes. Rappelons également, souvenir très personnel, qu'en juin 2016, au lendemain, je dis bien au lendemain du vote historique des Britanniques en faveur du Brexit, Sciences Po avait choisi de tenir une conférence sur l'avenir de l'Union européenne avec le casting suivant. Emmanuel Macron, Sylvie Goulard, Daniel Cohn-Bendit et Jean Quatremer. Pour le pluralisme, on repassera donc. À rebours de cette approche quasi-soviétique, votre ouvrage, Aquilino Morel, a le mérite de rétablir des vérités essentielles, le tout conforté par un travail de documentation qu'on pourrait qualifier de monumental et par une argumentation robuste. Vous estimez, pour reprendre la formule de Georges Bidault, qu'avec la construction européenne, nous avons défait la France sans pour autant faire l'Europe. Le temps est venu, selon vous, de repenser radicalement celle-ci sur un mode confédéral. Le temps est venu d'en finir avec une entreprise qui dilue les vieux États-nations européens dans une union dont les grandes orientations, les grandes politiques ont depuis longtemps été soustraites à la délibération démocratique des peuples. La France peut supporter la vérité, estimait en son temps Pierre Mendès France. Nous allons avec vous, pendant cette conférence, tâcher de reprendre point par point les grands mythes européistes que vous avez voulu déconstruire dans votre ouvrage, mais auparavant, nous aimerions vous entendre pour un propos liminaire sur le rôle joué par la construction européenne dans le malheur français. Malheur aujourd'hui mis en évidence par nombre d'indicateurs.
Bon, je précise pour la salle qu'on aura un temps de questions du public, environ 15-20 minutes à la fin de la conférence, et on a prévu 5 minutes pour ceux qui veulent se procurer l'ouvrage d'Aquilino Morel, L'opium des élites, et le faire dédicacer. La fin de la conférence est prévue un peu avant 21 h. Aquilino Morel, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Merci à Étienne Campion. Merci à vous tous d'être présents. Je pense que c'est la meilleure solution. Je vais essayer d'être assez succinct dans mon exposé, entre guillemets, liminaire, afin qu'on ait le plus possible d'échanges entre nous et avec la salle pour la fin de la session, si j'ai bien compris. Je vous remercie d'avoir choisi, parmi les nombreux sujets, les nombreux angles, comme aiment à dire les journalistes qui auraient pu être ceux que vous auriez retenus de ce livre volumineux, comme vous le savez, 592 pages, 2 années et demie de travail personnel, de recherche, de lecture. Vous avez choisi un angle qui est judicieux, qui est très opportun, qui est celui du malheur français. Et je voudrais vous en remercier parce que ce livre est un livre sur la France. Un livre sur l'Europe, la construction européenne, bien entendu, et sur ce que j'ai appelé la France-Europe, c'est-à-dire cette relation extraordinairement intriquée désormais entre notre pays et l'Union européenne, mais c'est d'abord et avant tout un livre sur la France. Et malheureusement, enfin c'est ainsi, traitant de ce sujet, il faut bien que j'ai eu à aborder cette question que vous avez mise en exergue ce soir, qui est celle du malheur français. Alors, disant cela, je veux d'abord rendre à César ce qui lui appartient, l'expression de malheur français. Vous le savez peut-être ou certainement, puisque vous êtes ici des personnes qui vous intéressez à la politique, à la France et à l'Europe. C'est le titre d'un livre éponyme de Marcel Gauchet, auquel je veux rendre hommage. C'est un beau livre, un livre puissant, et son auteur est un intellectuel de grande valeur. Et je l'ai retenu moi-même dans mon livre parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on sent bien que depuis de nombreuses années, si ce n'est plusieurs décennies, on y reviendra peut-être ensemble, il y a une forme de malheur français. Alors, à cet égard, je voudrais, d'entrée de jeu, attirer votre attention sur un point. Souvent, lorsque l'on écoute tel ou tel commentateur, ou lorsque on est amené à débattre avec lui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises depuis que j'assure la promotion de mon livre, donc depuis 2 mois, et par ailleurs, comme vous, j'ai pu l'observer par mes lectures, il y a une tendance que je trouve très fâcheuse et très contraire à la vérité, à ramener cette dimension d'un bonheur ou d'un malheur ou de la situation du pays à des considérations principalement quantitatives et pour ne pas dire matérialistes. Le PIB évolue comme ceci, le nombre de chômeurs évolue comme cela, la pauvreté a régressé ou augmenté, tous indicateurs qui sont par ailleurs très importants. C'est pas ce que je veux dire, hein, très importants, et qui, malheureusement, c'est le cas de le dire, souvent, depuis plusieurs décennies, évoluent dans un sens péjoratif. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que la France, ça ne se résume pas à une économie, à une société, à un État, à un commerce, à un budget, à des relations financières. La France, c'est une nation. Et donc, à ce titre, pour apprécier si elle va bien ou si elle va mal, si elle est heureuse ou malheureuse, on ne peut pas le faire seulement à travers le prisme de données quantitatives. Il faut bien appréhender cela d'un point de vue, utilisons le mot, puisque je vais y venir, d'un point de vue spirituel. Pourquoi ? Je vous renvoie, vous la connaissez certainement, à la définition que Ernest Renan a donnée de la nation lors de sa fameuse, très fameuse conférence donnée en Sorbonne le 11 mars 1882. Je cite, « Une nation est une âme, un principe spirituel. 2 choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. » Il insiste. « L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche lait de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage que l'on a reçu indivis. » Et puis il conclut par cette formule devenue extrêmement célèbre, « L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. »
Donc c'est bien à travers des considérations qui ne peuvent pas se résumer à celles que nous fournit, quelle que soit la qualité de son travail, l'INSEE, que nous devons apprécier ou pas si notre pays est heureux ou malheureux. Or, la France, il faut le savoir, s'en souvenir, est avec l'Angleterre la plus vieille nation du monde. On considère habituellement qu'elle est née, que le sentiment national, en tout cas, à défaut de parler de la forme politique de la nation, que le sentiment national est apparu par opposition avec l'autre grande nation née à cette époque, l'Angleterre, au cours de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Et si vous vous référez au grand livre de Colette Beaune, Naissance de la nation de France, vous verrez qu'elle multiplie les possibilités qu'on pourrait de dater, mais enfin, la date que l'on pourrait relever se situe bien au Moyen-Âge. Donc la France est avec l'Angleterre la nation la plus ancienne, celle dont l'identité est la plus forte. Et cette nation, de surcroît, elle voit cette identité, sa constitution, réglée, régie très largement par le politique. On a coutume de dire, vous le savez, qu'en France, l'État a précédé la nation et qu'il l'a façonné, si ce n'est forgé. Moi, je voudrais insister sur une autre dimension, en vous citant deux auteurs importants. Pierre Nora, qui a écrit « En France, la conscience de soi est liée au pouvoir, à l'État, et elle est à ce titre fondamentalement politique. » Et un autre historien, plus grand encore, Fernand Braudel, « La France, ce sont différentes Frances cousues ensemble. Il y a donc dans l'identité de la France un besoin de concentration, de centralisation, contre lequel il est dangereux d'agir. » Donc, si on a bien cela à l'esprit, alors on comprend que parmi les éléments qui sont venus déstabiliser notre pays, contester son identité et perturber sa population, son peuple, il y a la construction européenne, ce qu'on appelle la construction européenne, et que moi, j'appellerais ici avec vous, et comme je l'ai fait dans mon livre, le fédéralisme. Le fédéralisme qui est, nous y reviendrons peut-être dans nos discussions, malheureusement, de surcroît un fédéralisme, comme disait Raymond Aron, dès 1962, un fédéralisme clandestin, ou comme dirait le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, un fédéralisme rampant, un fédéralisme que l'on n'assume pas, mais dont les tenants s'arrangent pour qu'il progresse de manière continue. Or, et vous comprenez bien, après ce que je viens de vous rappeler de ce qu'est la France, cette nation est très ancienne, très politique, et ayant besoin, pour maintenir son identité, de cette centralité, cette centralisation et le rôle de l'État que celui-ci joue dans cette centralisation, dans cette centralité, dans cette identité, vous comprenez bien que la glissade fédéraliste dans laquelle notre pays est engagé depuis mars 83, depuis que le président Mitterrand lui a fait prendre ce tournant extrêmement grave, et encore une fois, nous y reviendrons certainement dans la discussion, un tournant silencieux, masqué, eh bien, cette glissade, elle affecte directement le sentiment que nous avons de notre identité en tant que nation, et elle crée ce malaise, ce mal-être et ce malheur. Alors, quels sont les symptômes principaux que l'on peut vous trouver de ce malheur, de ce malaise? Il y a d'abord, me semble-t-il, et cela dure depuis maintenant 40 ans, la montée progressive et accélérée dans la période récente de l'abstention, qui a fait que notre nation, une nation très politique, est entrée aujourd'hui dans le cortège de ce qu'on appelle les démocraties d'abstention. Alors, j'avais relevé, pour venir vous voir, quelques chiffres qui d'ailleurs se trouvent dans mon livre, mais pour qu'on comprenne bien, si on s'en tient aux élections principales, qu'elles soient celles de la proximité comme les élections municipales ou celles de la participation du pays, c'est-à-dire la présidentielle ou les législatives, eh bien, depuis les années 80, depuis 83, le taux d'abstention municipale a été multiplié par 2, et celui aux législatives par 3,7. Vous entendez bien, par 2 et par 3,7. Et vous retrouveriez ces chiffres très facilement dans l'ouvrage, ou en les consultant sur le site du ministère de l'Intérieur. Mais pour revenir sur un moment particulier,
qui est l'élection présidentielle de 2017, qui a été présentée très souvent comme étant une performance extraordinaire, remarquable du président de la République. Performance, il y a eu bien sûr dans la manière de se frayer un chemin, d'effectuer cette percée dans ce champ de décombres qui était déjà le paysage politique français. Mais si on s'intéresse à la participation des Français, à l'adhésion du peuple, là, il faut quand même se rendre compte que le résultat est beaucoup plus inquiétant, puisque, d'abord, je vous rappelle tout de même que Marine Le Pen est passée de 21,3 à 34, là où son père, combien de temps avant, 2002, 2017, 15 ans auparavant, avait été strictement cantonné. Il a fait passer de 17 à 18%. Donc on voit bien qu'il y a une progression, et cela en dépit d'un débat d'entre-deux tours qui, comme vous le savez, avait été particulièrement calamiteux pour elle. Mais si on en vient simplement à la participation, on constate qu'il y a eu une défection citoyenne considérable dès le premier tour de la présidentielle, aggravée au second tour, et encore davantage aux législatives qui ont suivi. Donc, c'est le premier symptôme. Le peuple se retire. Le peuple a choisi entre les voies classiques que la sociologie décrit, exit voice, ou légitimité. Il a choisi le silence. Se retire sur son aventin. Deuxième signe de malaise, c'est la poussée continue, pratiquement continue, de ce qu'on appelle l'extrême droite, Front National, puis maintenant Rassemblement National, précisément depuis 1983, puisque ce mouvement a commencé au moment de l'élection municipale de Dreux, c'est-à-dire en septembre 1983. Or, je vous dirais comme Franklin Roosevelt qu'en politique, il n'y a pas de coïncidence. Et par ailleurs, je vous rappellerai, car je ne pense pas que vous le sachiez, qu'avant cette date, l'extrême droite, Front National, 0,75% des suffrages à la présidentielle de 1974, 1,31% aux européennes de 1979, 0,18% en moyenne nationale aux législatives de 1981 et pas de candidat à la présidentielle de 1981. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne sommes même plus en 2017 avec une candidate du Front National présente au second tour et augmentant son score entre le premier et le second tour. Nous sommes aujourd'hui, si on en croit les mesures que l'on nous propose, à un niveau d'extrême droite, je mets des guillemets avec des précautions pour cette formule, mais enfin c'est celle que les commentateurs retiennent d'usage, qui serait aux alentours d'un tiers des voix, 33% des voix, grosso modo. Donc c'est le deuxième symptôme du mal français. Et puis le troisième symptôme, c'est évidemment, il est plus distant dans les événements, mais plus convulsif, beaucoup plus convulsif, la récurrence de crises sociales graves. En 1995, vous le savez certainement, eh bien, il y a eu presque 3 mois de paralysie quasi générale du pays pour s'opposer à la recette, à la dissertation qui aurait pu être écrite ici, dans cette enceinte, dans cet amphithéâtre qui fut autrefois ce qu'on appelait l'amphigarnison, c'était l'endroit où les élèves de la promotion sortant de l'ENA venaient ici, là, à la place qui est la vôtre, cher ami, signer leur affectation. Donc la magnifique copie qui aurait eu 19 sur 20 ici, certainement, à l'École nationale d'administration d'Alain Juppé, consistait à dire retraite, plus assurance maladie, plus etc. Tac, je tire un trait, voilà. Et puis vous avez eu, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, le nouveau spasme qui a été la crise dite des Gilets jaunes. Donc on sent bien qu'il y a une résistance d'un pays qui refuse de cette manière de passer sous la toise. Voilà les principaux symptômes. Et pour ce qui me concerne, et j'en resterai là parce que sinon je vais parler trop longtemps et il faut que je puisse répondre à vos questions et à celles de la salle, je crois que la cause principale de ce malheur, c'est bien entendu le fait que la France soit engagée dans une spirale fédéraliste, car je considère avec d'autres que le fédéralisme est une solution mortifère pour notre pays, et je m'en expliquerai avec vous si vous le souhaitez, mais que de surcroît, et c'est peut-être encore plus important, cette direction qui a été prise pour la France l'a été de manière subreptice. C'est-à-dire que les gens comme Jean Monnet
ou comme Walter Hallstein, qui présidait la Commission dans les années 60, celui qui a essayé de relancer après l'échec de Monnet, après l'échec de la CED en 1954 et de la Communauté politique européenne en 1954 également, il a essayé de relancer à nouveau une offensive fédéraliste. Mais ces gens-là avaient le mérite d'assumer leur position. À partir de ces échecs, les fédéralistes sont tentés de passer sous les radars. D'ailleurs, c'est très simple aujourd'hui, si vous interrogez les gens dans la classe politique ou la classe intellectuelle, personne n'est fédéraliste. Aux dernières européennes, il y avait 2 listes qui le disent ouvertement. Elles ont fait, je crois, en score cumulé, toutes les deux, 2%. Il n'y a pas de fédéraliste en France, mais il y a un fédéralisme en marche. Tous ceux qui prétendent la souveraineté européenne, etc., etc. Et vous le verrez que le fédéralisme se remettra en marche à partir du 1er janvier prochain, lorsque la France va présider l'Union européenne et qu'on va voir ce débat de comment faut-il pour décider plus vite, décider plus fort, plus ensemble, etc., etc. Tous les mots, tout le vocabulaire que nous connaissons maintenant, que nous savons décrypter comme étant le vocabulaire, celui du fédéralisme. Mais ce fédéralisme, si on regarde la période récente, à partir de Mitterrand, qui a été celui avec Delors qui a relancé la 3e offensive fédéraliste, il est clandestin, comme disait Aron. On ne le dit pas, on le fait, mais on ne le dit pas. Or, ne pas dire les choses en démocratie, cette forme d'abstention, l'abstention de la parole de vérité, ce mensonge par omission et parfois par action, c'est une chose qui détruit la vie démocratique. Abstention, dépolitisation, indifférenciation entre droite et gauche, ramener à la même politique, celle dictée ailleurs qu'à Paris, et elle détruit l'âme du pays, pour reprendre la formule de Renan. C'est pourquoi, et j'étais également heureux que vous le citiez, je vois comme seul et principal remède, avant toute proposition politique, institutionnelle, vous avez cité, et j'en suis partisan, la confédération, très bien, etc. Mais la première condition sine qua non pour qu'on retrouve la confiance des Français, à la confiance du peuple, et que se réduise cet énorme écart qui s'est creusé en 40 ans entre ce que l'on appelle les élites et ce que l'on appelle le peuple, ou plutôt ce qu'on ne veut plus appeler le peuple et qu'on prétend ne plus être des élites, c'est de dire la vérité. Mendès France l'avait dit remarquablement, le premier devoir d'un homme d'État, c'est la vérité. Et, comme vous le disiez également, c'était sa première interview à l'Express, dans le premier numéro de l'Express en 1953, la France peut supporter la vérité. Nous en sommes à ce moment-là, moment où nous devons retrouver, vous, jeunes gens, à vos places qui sont les vôtres, qui êtes déjà engagés politiquement et dans la vie intellectuelle, et puis pour tous les autres, retrouver le langage de la vérité. Moi, j'aimerais que, puisqu'on me jette souvent pas comme une insulte, mais comme un propos visant à disqualifier celui auquel on l'adresse, que je serais un souverainiste, ce que je peux parfaitement admettre, encore que ça me paraît cocasse, d'une certaine manière, d'être souverainiste, entre guillemets, dans un pays qui n'a plus de monnaie, qui n'a plus de douane, enfin pratiquement pas, dont le commerce extérieur est régi par la Commission, dont le budget est encadré par des mesures qui, avant qu'elles n'explosent, étaient quand même très contraignantes. Si c'est ça, être souverainiste, je trouve ça un peu curieux. Mais enfin, je veux bien l'accepter, parce que je suis attaché à la souveraineté de mon pays. Mais à ce moment-là, que ceux qui sont dans l'option inverse, opposée, acceptent et reconnaissent que ce sont des fédéralistes. Et qu'ils acceptent de le dire, de débattre en tant que tel, et donc de débattre des conséquences très néfastes que ce projet de création des États-Unis d'Europe, puisqu'il s'agit bien de cela, aurait pour la France, et d'ailleurs pour les autres nations qui composent l'Union européenne des 27. Donc, nous en sommes, je crois, à ce moment-là. Le débat qui va s'ouvrir, qui s'est ouvert déjà, mais qui va s'ouvrir encore davantage à partir de janvier ou février, lorsque la campagne des présidentielles sera complètement engagée, je crois que c'est le moment important de le faire, d'autant que, nous reviendrons certainement, nous sommes également dans un temps très particulier, qui est celui de la tentative, désormais, de s'en prendre non plus à notre souveraineté économique, monétaire, commerciale, toutes ces choses-là sont maintenant derrière nous. Et je le dis très paisiblement, puisque, l'ayant écrit à cet égard, je ne suis pas partisan d'une sortie de l'euro, encore moins d'un Frexit, je m'en expliquerai avec vous si vous le souhaitez. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes à un moment où les fédéralistes souhaitent
mettre la main, faire main basse sur notre souveraineté la plus politique, c'est-à-dire la souveraineté régalienne, celle des affaires étrangères, de la défense, et que cela, évidemment, il faut non seulement débattre, mais à mon sens, il faut évidemment le rejeter. Voilà. J'en ai trop dit, ou pas assez, mais probablement trop pour une intervention liminaire, mais c'était pour vous dire que, oui, la vérité, et que c'est essentiel, la vérité, c'est l'oxygène d'une démocratie. Un pays ne peut pas vivre en apnée indéfiniment. Nous sommes, je considère, en apnée depuis 40 ans, depuis que Mitterrand a engagé la France dans la glissade fédéraliste que je vous ai indiquée par le tournant de mars 83, qui ne fut pas un tournant libéral, mais un tournant fédéraliste, et qu'il faut... cette vérité, elle est absolument indispensable si l'on veut tenter de réduire ou mettre fin au malheur français. Voilà. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Aquilino Morel. C'était vraiment passionnant, tout comme j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. Et on avait une question qui, en fait, porte exactement sur le thème que vous venez d'aborder, qui est celui de, en gros, l'enfreindage fédéraliste furtif, enfin, clandestin, mais qu'on a pu appeler aussi furtif. Alors, je m'explique. Vous expliquez, vous avez comment dire, le mérite d'expliquer le processus qui est celui de la construction européenne en remontant non pas au traité de Maastricht, par exemple, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les fédéralistes assumaient le fédéralisme. C'est toute la question, aujourd'hui, je trouve, que vous soulevez, qui est intéressante, qui est celle du fait d'assumer. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, depuis les années 80, l'européisme a gagné politiquement, a gagné économiquement. Nous sommes pieds et poings liés par un système dont nous ne contrôlons plus les rouages, et pourtant personne se dit fédéraliste. J'irais même plus loin, je dirais que quasiment tout le monde, que ce soit dans l'opinion ou chez les politiques, sont souverainistes. C'est-à-dire que si on prend les 10 potentiels candidats à la présidentielle, on aura quasiment 7 ou 8 qui ont des options qui en gros sont pour une rupture, sont pour refaire un avenir industriel, etc. Mais le paradoxe est le suivant, il est que à mesure que l'Europe, l'européisme a désintéressé les Français, j'ai l'impression que la critique également de l'européisme et des structures de l'Union européenne n'intéresse plus les Français. C'est-à-dire que les politiques ont un discours assez clair, il faut faire de l'industrie, il faut faire en gros du protectionnisme, etc. Mais ils ne disent pas comment on peut faire, puisque ça impliquerait d'abord d'avoir des questions très techniques sur le fonctionnement interne des traités, etc. Donc ma question, elle est un peu provocatrice. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ultime victoire de l'européisme, même si dans l'opinion personne ne le soutient, c'est d'avoir désintéressé les Français à la question de l'Europe, et qui finalement les conduit à ne pas se poser les véritables questions sur comment on sortirait du carcan actuel. Oui, certainement, vous avez raison. Néanmoins, je n'oublie pas qu'en 2005, lors du référendum, de la campagne référendaire pour l'adoption ou pas, en l'occurrence pour le rejet au final du traité constitutionnel européen, les Français se sont considérablement intéressés. Mais depuis ? D'accord, mais... C'est toute la question. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est que qui a fait quoi après ? Absolument. Qui a fait quoi ? Disons-le simplement, nous avons eu un premier président dit de droite qui a été élu sur un discours volontariste, de rupture, de certaine manière, écrit par mon ami Henri Guénaud, qui pourrait être à ma place aujourd'hui ici, il dirait la même chose que moi. Il a été pour le passé. Voilà. Il dirait la même chose que moi, Henri. Et je dirais la même chose que lui, à la nuance de l'expression personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé après ce quinquennat ? Rien. Ou plutôt, si. Le président Sarkozy a trouvé le moyen de fouler aux pieds le vote du 29 mars 2005 et de s'acoquiner avec celui qui lui succéderait, François Hollande, pour faire adopter le traité de Lisbonne en février 2008. Bien sûr. Et donc pour dire, le peuple s'est exprimé, très bien, ça n'a aucune espèce d'importance. Son successeur, que je connais bien, malheureusement, François Hollande, lui, est élu sur un discours que je connais encore mieux, celui du Bourget, qui est un discours non seulement volontariste pour l'égalité, mais enfin un discours fondamentalement de réorientation de la construction européenne. Et ce n'était pas seulement mon adversaire dans cette élection, la finance, c'était réorientation du cours de la construction européenne, nouvelle relation d'égalité entre la France et l'Allemagne, enfin un discours de vérité sur la question européenne.
Un discours de critique de la raison européenne, si vous voulez, pour vous être agréable. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Et nous avons, alors, après, un président de la République qui, lui, n'a jamais dit s'il était fédéraliste ou pas fédéraliste. Il a eu le courage, il faut le reconnaître, d'assumer le fait qu'il était, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, favorable à la construction européenne. Enfin, il s'est fait élire sans dire quel était son projet de ce point de vue-là, mais enfin, il faut le reconnaître, avec des drapeaux européens dans les salles ou en fond de salle, ce qui n'est pas très banal. Bon. Et il a réussi parce qu'il était, de ce point de vue-là, à l'aise, c'était ses convictions. Mais depuis, eh bien, depuis, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'il a fait et pourquoi, et nous ne savons pas ce qu'il va faire lorsqu'il présidera l'Union dans quelques semaines. Et quel lapin sortira de son chapeau à ce moment-là. Donc la responsabilité, elle est aussi, je dirais principalement, dans les actes ou dans les non-actes des hommes politiques de premier plan que nous avons élus. Alors je ne peux pas m'empêcher. Et ceux-là ne sont pas forcément des européistes au sens classique du terme. Certainement que Hollande est un fédéraliste, sans aucun doute. Mais il ne l'a jamais dit, il ne le dira jamais. Mais Nicolas Sarkozy, que je connais infiniment moins bien, pour ne pas dire pas du tout, je ne l'ai jamais vu prétendre une telle chose, ou avoir dans ses discours, ou dans les actes, à part cet acte terrible de 2008, du traité de Lisbonne, avoir pris des positions fédéralistes. Mais il y a, comment dire, il y a cette idée, là peut-être vous avez raison, il y a cette idée qui s'est instillée et installée dans l'esprit des politiques français et au-delà, hein, que si vous critiquez la raison européenne, alors vous êtes défavorable à l'Europe. Vous êtes quelqu'un qui veut détruire l'Europe. Et vous le paierez. Alors que, je prends mon cas, parce que je le connais assez bien, forcément, moi je suis très favorable à la construction de l'Europe, mais pas l'Europe qu'on a construite de manière subreptice depuis quelques années. Je suis favorable à une Europe confédérale, à celle que le général de Gaulle appelait l'Europe des nations, l'Europe des patries, c'est-à-dire un système dans lequel vous avez des délégations claires des compétences sur lesquelles on ne revient pas, mais qui ne sont pas sans cesse étendues au gré des circonstances, qui est la tendance systématique de la Commission européenne, hein, c'est ce que j'ai appelé la méthode Khrouchtchev. Tout ce qui est à nous est à nous, tout ce qui est à vous est négociable. C'est quand même comme ça que procède la Commission. Et une Europe qui sache bien pourquoi elle s'unit. Et donc qui soit claire autour de l'idée de civilisation européenne, concept que je n'ai jamais vu défendu, ni dans la bouche, ni sous la plume, d'un fédéraliste, fût-il Jacques Delors. Donc voilà la situation. C'est pour ça que je considère que des soirées comme celle-ci, des moments comme celui de la présidentielle qui s'ouvre, sont des moments centraux. Parce que si nous arrivons à porter ce débat, ben, on arrivera peut-être à contenir si vous voulez, le mouvement. Sinon, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que vous avez dit sur François Hollande. Et je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une telle fatalité, en tout cas avant Emmanuel Macron, pour un président français, à remettre en cause le carcan européen. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien dit, François Hollande arrive avec un discours de rupture assez fort, la finance, et pas seulement, et les traités, etc. Et quelques semaines après, il va voir Angela Merkel, il revient. Pas quelques semaines après, le jour même. Le jour même, effectivement, il revient, tout est fini. Déjà, j'ai une question simple, voire personnelle. Comment il vous l'explique à vous personnellement? Comment il se justifie d'avoir fait ça? Alors, je répondrai pour Hollande, et bien sûr, je répondrai pour Sarkozy, mais pour Sarkozy, je manque d'un élément central, c'est que je ne le connais pas, et je n'ai pas vécu avec lui des moments politiques, je n'ai pas échangé même, enfin c'est très compliqué à dire. Vous êtes l'alter ego d'Henri Guénaud. Dans le cas de... Oui, mais alors donc il aurait fallu poser la question à Henri, et alors vous donnerez sa réponse, ce qui m'intéresse. Mais dans le cas de Sarkozy, on voit bien ce qui s'est passé. Dans le cas de Sarkozy, on a l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'il a été, on va dire, rattrapé, en quelque sorte, par cette espèce de gang technocratique
Bercy, etc., qui lui ont expliqué qu'il fallait toujours les mêmes choses. Il faut s'entendre avec l'Allemagne, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est pas grave, ça ira mieux après, le couple franco-allemand, etc., etc. Et que j'ai l'impression que sa conviction, ou en matière européenne, je ne saurais pas la dire. Peut-être en a-t-il une, mais je ne saurais pas la dire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans le cas de François Hollande, ça n'a rien à voir. Dans le cas de François Hollande, ma connaissance est rétrospective, malheureusement, et ma lucidité est elle aussi rétrospective. En réalité, Hollande, je l'ai compris après, a toujours été fédéraliste. Toujours. Il avait commis, en 1984, cet ouvrage qui s'appelle « La gauche bouge ». Il l'avait écrit avec quelques compères bien choisis sous le pseudonyme de Jean-François Trans, dans lequel, non seulement, je vois que ça fait rire un de vos auditeurs dans le fond, mais c'est un ouvrage, il faut le lire. À ce sujet, je ne me prive pas du plaisir de vous raconter une anecdote. Je reprendrai le fil de mon propos après, mais quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai voulu... non, le précédent, l'abdication. J'ai voulu lire La gauche bouge. C'est un livre introuvable. Je pense que c'était pas un succès de librairie, mais il a disparu. Et donc, pour le trouver, j'ai ma carte quand même encore pas de lecteur, mais d'enseignant que j'ai été pendant plus de 20 ans dans cette maison. Donc, je le demande ici, à Sciences Po, à la bibliothèque. Alors, on me répond, oui, il n'y a pas de problème. Le livre se trouve, je crois, à Poitiers, enfin, dans une réserve de la bibliothèque qui n'était pas ici. Ce que je peux parfaitement comprendre, c'est pas un ouvrage que l'on s'arrache hebdomadairement pour l'étudier. Bon. Donc je fais ma demande en bonne et due forme, et je me disais, chouette, je vais enfin pouvoir lire La gauche bouge de Jean-François Trans. Et curieusement, je ne veux pas alimenter ici le complotisme, mais curieusement, le jour où je devais aller le chercher, vous savez, dans ces cas-là, on vous donne rendez-vous. On vous dit, votre livre arrivera tel jour, à telle heure, etc. Le jour où je devais aller le chercher, le matin, je reçois un courriel de la bibliothèque en me disant, après examen, le livre que vous cherchez est absent de manière inexpliquée, c'était la formule, absent des rayons. Donc il n'était pas. Je me suis quand même procuré le livre, je suis allé directement au bon Dieu et non à ses saints, je suis allé voir l'éditeur que je connaissais, et il en avait, je crois, un exemplaire ou deux dans la maison d'édition, et il m'a dit, bien sûr, non seulement je vous le prête, mais je vous le donne, vous en ferez le meilleur usage, ce que je me suis efforcé de faire. Donc, dans le cas de Hollande, j'ignorais ce fédéralisme constitutif, qui était un fédéralisme très ancien. Après, vous comprenez, hein, il a été le fils spirituel de Jacques Delors, etc. Vous comprenez tout ça. Donc lui, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait assez, je dois dire, pour moi, c'est stupéfiant, de naïveté, pour ne pas dire de bêtise. C'est-à-dire qu'il a fait 33 ans après, 83, 2012, ça fait combien? Oui, enfin 30 ans. Après le tournant de mars 83, 81, bon, disons, plus de 31 ans après l'élection de Mitterrand, il a voulu refaire ce qui était pour lui probablement une martingale, c'est-à-dire, je me fais élire sur telle position, et puis, deux ans et demi plus tard, parce qu'il est quand même plus lent que Mitterrand, je vais enfin faire la politique pour laquelle j'aurais voulu être élu, pour laquelle je n'ai pas été élu, mais celle que j'aurais voulu et que je vais vouloir appliquer. Ce qui était totalement stupéfiant, parce que c'était quand même passé plus de 30 ans entre les deux choses, entre les deux événements. Et que donc, évidemment, les Français, et c'est une cause, une des raisons de leur malheur, avaient compris ce qui s'était passé. Que donc, la simple idée d'imaginer qu'on pourrait recommencer la même astuce, le même tour de bonneteau qu'avait fait Mitterrand, je fais disparaître le socialisme, je fais apparaître l'européisme, penser qu'il pourrait faire ça à 30 ans d'écart était stupéfiant. D'autant que pendant toute la campagne que j'ai faite avec lui, tous les électeurs lui disaient, ne cessaient de lui dire, écoutez, on va voter pour vous parce qu'on ne veut pas voter pour l'autre, mais c'est la dernière fois, on fait confiance pour la dernière fois, vous nous avez beaucoup déçus, ne nous décevez pas cette fois-ci. Il l'a quand même fait. Donc c'est pour répondre, pour vous dire qu'à un moment donné, il l'a fait, pas seulement parce qu'après tout, il n'avait pas un intérêt considérable, les Français ne demandaient pas cette politique. Il l'a fait par vraie conviction fédéraliste. Donc je peux répondre très précisément et très clairement dans le cas de Hollande, dans le cas de Sarkozy, je ne peux pas le faire, mais je subodore que cette conviction fédéraliste cheville au corps, il ne l'avait pas,
Et qu'il a été pris dans son secrétaire général qui lui dit que, son ministre des Finances qui lui dit que, son ministre des Affaires européennes qui lui dit que, et qu'il a dû penser que tout ça n'était pas très important, sans quoi il avait gravement tort. Car c'est très important. Donc vous vous êtes rendu compte vraiment plusieurs années après qu'il avait écrit ce livre et que... Au moment d'écrire l'abdication. D'accord. Vous connaissez ce livre, vous? Oui. Bah bon, ah non, enfin non, pas celui de François Hollande. Le mien. Oui, oui d'accord. Qui connaissait Jean-François Trans? Non, mais évidemment que personne ne connaissait. Mais et donc... J'aurais dû le connaître, puisque moi j'étais un militant socialiste. J'aurais dû, mais franchement, ça faisait partie, comme on dit, de l'angle mort de la vie de Hollande. Donc peut-être qu'il y avait des camarades à lui, des proches qui le savaient, mais moi en tout cas, je ne savais pas. Et personne n'est venu me tirer par la manche pour me le dire. Bon. Donc j'ai découvert ça. Et j'ai découvert surtout, mais a posteriori, comme les Français, qu'il s'était fait élire sur un programme et qu'il avait en réalité l'intention d'appliquer un autre qui était simplement complètement différent, opposé. Ce qui est absurde. Ce qui est voué aujourd'hui à l'échec. Il fallait des circonstances extraordinaires, comme celle de la grande alternance de 1981, et la personnalité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle aussi extraordinaire de François Mitterrand, pour réussir ce tour-là. Cette mystification politique-là. Et cette mystification de cet ordre-là, vous n'avez réussi qu'une seule fois dans l'histoire. Recommencer, c'est une idée, mais enfantine. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un politicien madré, pour ne pas dire roué, comme François Hollande, pouvait avoir cette idée en tête. Justement, on va s'éloigner un peu de l'actualité politique immédiate de ces dernières années à présent, parce que j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui constitue finalement le cœur de votre ouvrage. C'est le tournant de 83, qui n'est pas, comme vous le dites, un tournant libéral, mais bien un tournant fédéraliste. Puisqu'on sait tout ce qui se passe. Donc Mitterrand renonce au projet socialiste de 1980 pour mener une politique fédéraliste, une politique de rigueur, avec cette confession terrible qu'il a faite auprès de Jean-Pierre Chevènement. À notre époque, la France ne peut plus passer qu'entre les gouttes. Je pense que tout est vraiment dans cette phrase, puisqu'on voit l'abdication totale, la perte de foi en la nation et l'idée que c'est du Thatcher avant l'heure, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'autre politique possible. Il y a un débat historique très intéressant auquel votre ouvrage constitue, puisqu'on a deux visions de cet événement fondamental qui s'opposent. On a d'une part la vision de certains acteurs de l'époque, donc par exemple Jacques Attali, Jean-Pierre Chevènement, qui estiment qu'en mars 1983, François Mitterrand hésite véritablement. Il y a une hésitation sur la sortie du SME, et finalement, il choisit de suivre la voie de Delors, la voie de Mauroy, et de ne pas sortir... de rester dans le SME, de ne pas mener une politique de dévaluation, une politique de rupture, à l'inverse de ce qu'il avait défendu auparavant. Donc ça, c'est la vision de certains acteurs de l'époque que j'ai cités, Chevènement, Attali, qui parlent de ça avec des exemples, témoignages à l'appui. Vous avez une thèse qui est autre, c'est la thèse finalement d'une unité du mitterrandisme sur l'Europe, et vous avez ressorti des archives que je trouve passionnantes et qui sont totalement méconnues, sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Et vous dites en quelque sorte que Mitterrand a toujours été un européiste et qu'il a juste mis de côté son européisme dans les années 70, puisqu'il y avait d'un côté le CRS, de l'autre le Parti communiste avec lesquels il fallait composer, qui était dans un logiciel évidemment plus souverainiste que Mitterrand. Et donc vous dites que finalement le tournant de 83, c'est pas du tout un tournant pour Mitterrand, d'ailleurs lui-même l'a reconnu après, et qu'il est tout à fait cohérent par rapport aux options intellectuelles qu'il défendait par le passé. Donc j'aimerais vous entendre d'une part sur les archives qui vous permettent de dire ça, et d'autre part sur la manière dont l'engrenage se met en place à partir de 1983. Alors, sur ce que vous appelez les archives, c'est-à-dire sur la reconstitution du sens de cet événement capital, capital. Mars 83, c'est un moment capital. Et évidemment, outre le fait que je ne crois pas une seconde les élucubrations de Jacques Attali, qui raconte ce qu'il croit être favorable à son ancien maître. Jean-Pierre Chevènement, c'est très différent, parce que Jean-Pierre, qui est un ami avec lequel j'ai souvent parlé de cette question, il l'a compris. C'est juste son dessillé, mais son dessillé pendant quand même. Je vous rappelle quand même qu'il a démissionné. Il nie pas l'hésitation, Jean-Pierre Chevènement, aujourd'hui. Il est d'accord. Il la nie pas en public. Je dirais ça comme ça. Mais il va pas non plus détricoter toute sa vie politique. Peu importe, mettons ça de côté. Pour en venir aux éléments qui me permettent de soutenir la vision que j'ai moi de cet événement. Bon, c'est assez simple. Ce sont des faits. On peut toujours contester les interprétations et la manière d'enchaîner les faits, mais enfin, les faits eux-mêmes ne sont pas contestables. Quels sont ces faits? Premier fait, Mitterrand appartient dans sa jeunesse,
par sa culture politique, de par son éducation, son milieu, on va dire à une droite assez extrême, dans laquelle l'idée européenne, européiste, fédéraliste, est prégnante. Je vous rappelle, je l'ai écrit dans mon livre, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un fait que tous les historiens, Brunto et tous les autres, qui sont pourtant titulaires de cher Jean Monnet, ont parfaitement détaillé, vous le trouverez dans les manuels que j'ai moi-même empruntés ici à la bibliothèque pour pouvoir écrire mon livre, que la collaboration et Pétain étaient extrêmement favorables à l'idée de communauté. C'est même Pétain qui a forgé cette idée de la communauté France et la communauté européenne, terme qui a été repris ultérieurement, au-dessus. Très bien. Mitterrand, en 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lors du grand congrès fondateur du fédéralisme européen de La Haye, est présent, à titre personnel. Et selon le témoignage de Jacques Delors, lisez ses mémoires, croyez-moi, ça vaut le détour, il dit qu'il a été sorti très fortement impressionné. Bon, très bien. Il est en novembre 1948, alors qu'il est jeune secrétaire d'État auprès du président du Conseil d'époque, je ne me rappelle pas le nom à l'instant, mais il va représenter la France à l'Union des fédéralistes européens. Il y va de très bon cœur. Très bien. Mitterrand, ensuite, pendant toute la période où il est premier secrétaire du Parti socialiste, à la fois pour ménager son allié communiste, qui à l'époque est en tête, le PC est le premier parti de la gauche, et peut-être même le premier parti de France, et qu'il essaye de manger, ce qu'il arrivera à le faire, à la fois pour ménager cet allié encombrant, mais indispensable, et pour préserver la susceptibilité de celui qui va faire avec lui le parti d'Épinay, c'est-à-dire Chevènement et le CRS. Je rappelle que le point à la rose, c'est le CRS et le Chevènement qui l'ont inventé. Le mot d'ordre rimbaldien, changer la vie, c'est Chevènement et le CRS qui l'ont inventé. Les 110 propositions et le programme commun, c'est le CRS qui l'ont écrit. Donc, pour ménager cet allié stratégique pour lui, en interne et en externe, deux alliés fondamentaux, il va faire, comme dit Delors, il va être discret sur ses convictions européennes. Discret. Vous voyez, toujours cette clandestinité. Et puis on arrive au moment important. 65, second tour face au général de Gaulle. Comment se présente Mitterrand face au général, alors en plein affrontement contre Walter Hallstein, le président de la commission que je vous ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on appelait la crise de la chaise vide, qui se résoudra, comme vous le savez, par le compromis dit de Luxembourg en janvier 1966, comme le candidat de l'Europe, dit-il. Il y avait là, bien entendu, une dimension tactique, cherchant à mettre le général de Gaulle en porte-à-faux par rapport à la crise qui était à l'époque vraiment ouverte et grave, mais également, en réalité, l'aveu d'une conviction. Et puis, 1981. Là, imaginez-vous un instant, vous-même dans votre tête. Vous êtes soi-disant socialiste. Vous êtes élu après 23 années de domination de la droite gaulliste, puis de la droite tout court. Vous arrivez aux responsabilités avec ce qu'on appelait à l'époque le peuple de gauche derrière vous. À l'époque, le peuple de gauche, c'est aussi le Parti communiste. Hein. Bon. Vous arrivez au pouvoir, et quelles sont les deux personnalités que vous choisissez pour occuper les deux postes les plus importants pour un président de la République de gauche qui arrive au pouvoir? Rivoli, l'économie et finances, et le Quai d'Orsay. Jacques Delors, qui a été socialiste totalement de manière par raccro, parce que Mitterrand l'a obligé à adhérer en 1978, obligé après les assises du socialisme, et qu'il a désigné pour être élu aux européennes de 1979, Delors qui est à l'époque député européen, président de la commission économique et financière du Parlement, et au Quai d'Orsay, Claude Chesson, commissaire européen en titre, nommé par Pompidou, reconduit par Giscard d'Estaing. Ah ben voilà, deux magnifiques symboles de l'union de la gauche et de la volonté de construire le socialisme à la française, comme on disait à l'époque. Vous voyez bien que ce sont deux signaux très clairs. Septembre 82, discours de Figeac, il va dire devant un public médusé, après avoir vanté les mérites de la construction européenne, quant au socialisme qu'on dit à la française, ce n'est pas ma Bible. On est en septembre 82. Mars 83, le tournant que vous savez,
qui n'est pas du tout un tournant libéral, il y a ni de rigueur, si on veut, on peut le dire comme ça, qui est simplement, dans l'esprit Mitterrand et de Delors, le moyen de préparer la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est montrer à Helmut Kohl, qui est arrivé à la chancellerie en octobre 82, que les socialistes français sont des gens sérieux, raisonnables, avec lesquels on va pouvoir contracter et faire avancer, comme on dit, comme disent les fédéralistes, avancer l'Europe, premièrement. Ça c'est capital. Et surtout, en contrepartie de cela, obtenir son accord pour pouvoir faire nommer Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, alors même que Delors le raconte dans ses mémoires, et c'est un fait, le poste de président de la Commission devait revenir à un Allemand. Et Kohl lui dit dans la voiture où Delors est allé le chercher pour l'amener au sommet de Fontainebleau le 25 juin 1984, il lui dit « C'est le tour d'un Allemand, j'accepterai un Français si ses initiales sont J et D. » Donc, la chose est bouclée, il y a un accord qui est passé entre Mitterrand et Kohl, dont le premier terme était de vous revenir à une politique orthodoxe. C'est fait. Et pourquoi Mitterrand fait ça? Mitterrand fait ça parce qu'il sait que le premier, il le sait, c'est institutionnel. Il n'y a pas de révélation, c'est comme ça. Il sait que le 1er janvier 1984, à l'instar d'Emmanuel Macron cette année, il va présider la Communauté européenne pour 6 mois. Donc il sait qu'il a 6 mois pour réussir ce qu'il a appelé, après, son grand dessein. Et donc, il sait que ce sera le moment de son offensive fédéraliste à lui. Et pour cela, il lui faut un homme. Un homme à la tête de commission, c'est Jacques Delors, qu'il avait évidemment sélectionné déjà pour cette fin. Et il fallait un accord avec Kohl, il l'a obtenu. Il fallait un accord avec Thatcher, il l'obtiendra au sommet de Fontainebleau, qui est un moment décisif, le 25 juin 1984, lorsqu'il acceptera d'accéder à la revendication lancinante de Thatcher, « I want my money back », je veux mon chèque, je paye trop pour cette Europe qui ne me plaît pas, je suis contributeur net et je ne veux plus l'être, eh bien, on lui donnera son chèque et elle donnera son accord à la nomination de Delors, avec lequel, d'ailleurs, on y reviendra si vous le souhaitez après, elle s'entendra fort bien. Fort bien. Parce que pour elle, elle avait obtenu ce qu'elle voulait en contrepartie, c'est alors, en l'occurrence, l'acte unique, je vais y venir, et la libéralisation, la formation d'un énorme marché dérégulé et libéralisé. Et grâce à Delors, l'étape fondamentale à laquelle accèdent les fédéralistes français, c'est bien entendu l'acte unique européen. L'acte unique européen signé les 17 et 28 février 86, applicable le 1er juillet 87, c'est un texte, comme dirait Jacques Delors dans ses mémoires, « Mon traité favori », il lui consacre un chapitre entier, chapitre 7. Pourquoi? Parce que c'est le traité qui va mettre fin à l'unanimité au sein du Conseil de l'Union, introduire le recours au vote à la majorité qualifiée dans un nombre considérable de domaines, et donc c'est la revanche de Mitterrand et de Delors, mais de Mitterrand en l'occurrence, sur le compromis de Luxembourg de 66, 20 ans plus tôt, et Charles de Gaulle. Donc la séquence des événements, comme disent les journalistes, elle est très claire. Elle est parfaite. C'est un puzzle dont les pièces, une fois que vous les avez en main et que vous les joignez, s'assemblent parfaitement. Et j'ajouterais, cerise sur le gâteau, mais grosse cerise, très amusante, c'est que plusieurs journalistes et de la meilleure obédience, Dominique Seux, etc., enfin des gens insoupçonnables du point de vue à la fois professionnel et de leurs opinions en la matière, ont établi de manière très claire que les fameux 3% de déficit budgétaire qui sont devenus le totem maastrichtien que vous savez, qui les a inventés? François Mitterrand, ou plutôt il les a commandés à la direction du budget d'époque. À quelle date? Juin 81. Juin 81. Avec le prétexte de dire « j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir répondre aux demandes demandes de crédit budgétaire de mes ministres ». Très bien. Comment ne pas y voir néanmoins, vous voyez, comme je vous dis, la grosse cerise sur le gros gâteau du fédéralisme, du plan de relance fédéraliste que Mitterrand avait concocté et préparé. Donc voilà les éléments principaux de cette reconstitution, de ce puzzle. Ils sont tout à fait factuels. Et après, si quelqu'un conteste leur assemblage, eh bien qu'il le fasse. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu de contestation sur ce sujet. Et j'ajoute enfin, et vous l'avez dit vous-même, c'est quand même le plus beau, c'est que sur le seuil de la mort, au seuil de la mort, quelques semaines avant de passer,
François Mitterrand confie à Lacouture, qui revient sur cet épisode, le tournant de 83, il lui répond « Le tournant, quel tournant ? Il n'a jamais existé que dans la tête des journalistes. » Et Mitterrand, qui était ainsi, qui était quand même quelqu'un de très supérieur d'un certain point de vue, mais très cynique, l'avoue à ce moment-là. J'ajoutais enfin que parmi les hommes qu'il a envoyés dans le temple de la République, qu'est le Panthéon, vous avez, en 1988, Jean Monnet, pour le 100e anniversaire de sa naissance. Donc voilà, vous avez un tableau qui est complet, du début jusqu'à la fin, et qui montre bien quel était le grand dessein de Mitterrand et la manière dont il l'a construit, la patience avec laquelle il l'a organisé, et la détermination avec laquelle il l'a mise en œuvre. Alors merci, je vais essayer de prolonger dans tout ce que vous nous expliquez là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on écoute quelqu'un qui a connu les arcanes de l'Union européenne, de la politique, de l'exercice du pouvoir, on se rend compte que les Français sont les dindons de la farce, encore et toujours, et que les Allemands, en gros, l'Allemand rigoureux, stratégique, a toujours conduit sa barque pour nous amener là où on en est aujourd'hui, à savoir la défense des intérêts nationaux allemands dans une grande Allemagne avec une monnaie, un euro-marque, etc. Ma question est assez simple. Vous expliquez, je rappelle, parce que vous avez fait un gros travail, hein, un énorme travail, la responsabilité historique des Français dans la construction européenne, et même bien avant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Simon, Hugo. Alors, je pense que certains font de lui un fédéraliste à tort, mais la question est assez longue à aborder. Rougemont, Jules Romain, Saint-John Perse, évidemment, qu'on oublie souvent, le mouvement personnaliste, les pères fondateurs, bien évidemment, Monet, Schumann, la génération Mitterrand-Delors que vous abordez. Alors, on a une question assez simple. Est-ce qu'il s'agit d'un dévoiement de notre cher universalisme républicain qui s'est retourné contre l'héritage de 1789, ou est-ce que c'était logique que les Français en arrivent là, que tout ça est tout à fait normal? Et juste pour prolonger la question posée par Étienne, une des thèses que vous développez dans votre livre, c'est que le tournant de la globalisation néolibérale, il n'est pas d'origine anglo-saxonne, il est vraiment d'origine française. Et je crois que vous êtes inspiré des travaux de l'économiste américain, ou d'origine américaine, je crois, Raoui Abdelal, pour théoriser cela. Est-ce que vous pouvez un peu, en prolongeant la question d'Étienne, développer sur ce point? Oui, sur le rôle joué par les élites françaises? Vous parlez de Trichet, vous parlez de Lamy, vous parlez de Cam-Dessus, de Delors, dans le tournant néolibéral. Oui, alors je finirai, si vous voulez bien, par la question de l'invention de la globalisation, et notamment de la globalisation financière. Mais pour en revenir sur l'idée européenne, si ce n'est sur l'idéal européen, enfin disons sur l'idée européenne et sur la part qu'elle doit à la France et aux Français, vous en avez rappelé quelques éléments, c'est considérable. Du début, je vous avais oublié Rousseau, mais du début jusqu'à des philosophes, des penseurs jusqu'aux praticiens, aux politiques, elle est considérable. Et je dirais même, n'oubliez pas le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui disait, c'est une vision particulière de l'Europe, mais quand il disait l'Europe, c'est le levier d'Archimède de la France, c'était une vision, certes, un peu utilitariste, c'est-à-dire c'est un instrument qui permettra à la France de rayonner encore davantage et d'être encore plus puissante, de démultiplier sa puissance dans un monde où s'affrontent à l'époque des deux énormes blocs. Mais cette vision-là, c'est-à-dire l'idée que l'Europe pourrait être ou devrait être un instrument de puissance pour la France, elle est présente, je dirais alors pour le coup, chez la plupart des hommes politiques, pour le meilleur comme pour le pire. Chez les meilleurs comme chez les pires. Parce qu'elle a une part de vérité. Elle contient une part de vérité. Ce qui est déterminant là-dedans, ce n'est pas l'idée de dire nous devons nous rassembler pour peser davantage. Encore qu'on pourrait s'interroger sur le fait ne faut-il pas parfois être plus petit et plus souple et plus agile, comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien et qui occupe un palais au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. L'agilité, en général, ce n'est pas le propre des grosses masses. Vous voyez ? C'est plutôt le propre des petits animaux. Enfin, bon, peu importe, on ne discutera pas de ça parce que j'ai consacré de nombreuses pages, mais c'est un autre sujet. Mais cette idée, elle est présente. Et elle n'est pas totalement fausse. On ne peut pas la récuser, la balayer d'un revers de main. Ce qui compte, en revanche, c'est la manière dont vous y parvenez.
Si c'est en créant les États-Unis d'Europe, alors moi je suis totalement contre, évidemment, comme beaucoup d'autres et comme la plupart des Français, parce que ça reviendrait à détruire ce que nous aimons par-dessus tout, c'est-à-dire notre pays. Mais vous pourrez très bien le concevoir d'une autre façon. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire de procès en sorcellerie. Probablement que parmi les fédéralistes, il y a des gens qui considèrent, qui sont très sincèrement attachés à leur nation, et qui l'aiment peut-être autant que moi je l'aime, ou que vous ne l'aimez, mais qui considèrent que sa survie, etc., suppose de s'engager dans cette voie. Donc là, après, c'est une question d'appréciation. Mais enfin, c'est vrai que vous avez rappelé Dostoïevski. Je ne connaissais pas cette citation, mais elle est magnifique. Effectivement, si entre le Christ et la vérité, je choisis le Christ, bah, oui, ça, on reconnaît bien là le credo fédéraliste. Donc, bon, ah oui, c'est vrai, c'est une religion séculière, comme disait Aaron. Mais, oui, c'est une question qui est aujourd'hui centrale. La France, et vous le voyez bien, de qui on attend une impulsion, quelle qu'elle soit? C'est de la France. Parce que l'Allemagne, et ça ne se réduit pas à la question pourtant importante de la personne de la chancelière Merkel, qui vient de quitter ses fonctions, c'est que c'est un point de vue simple. Les Allemands ne sont pas fédéralistes. Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a même dit à plusieurs reprises, dans des arrêts retentissants, qu'il ne saurait exister de fédéralisme. C'est lui qui a utilisé cette formule du fédéralisme rampant. C'est interdit parce que, selon sa formule, les États-nations restent maîtres des traités, doivent le rester, et comme il n'existe pas de peuple européen, contrairement à ce que dit Mme Spector, avec laquelle j'ai débattu il n'y a pas très longtemps, eh bien, comme il n'y a pas de démos européen, il ne peut pas y avoir d'État fédéral européen. Donc les Allemands sont très clairs là-dessus. Ils sont très clairs entre eux. Et ils considèrent que l'Europe, un peu à la manière de Gaulle, c'est un instrument de puissance. Et ils s'en sont servis comme ils le voulaient. Je vous rappelle que le pays qui a été l'ardent avocat de ce désastreux élargissement des années 2000 de l'Europe, qui nous a fait passer en quelques années de 15 à 25, puis à 27, puis à 28, c'est l'Allemagne. Et pour des raisons exclusivement d'intérêt national. Il s'agissait de constituer sur son flanc oriental un hinterland dans lequel elle pourrait avoir des relations commerciales à bas coût, faire des délocalisations de proximité, et elle a obtenu cela, avec la complicité, il faut bien le dire, du grand président de l'époque, qui était Jacques Chirac, qui a été complètement emporté par l'européisme. Enfin, on en parlera si vous voulez, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles la droite est profondément déstructurée depuis cette époque. C'est la création du MP en avril 2002, et cette politique d'élargissement traduit bien cette espèce d'attirance vers les thèses européistes qui fut celle de Chirac. Donc l'Allemagne, elle n'a pas peur de dire qu'elle conduit une politique européenne qui doit être favorable à ses intérêts. Parce qu'en Allemagne, le mot « nation » est interdit. Il est obscène, compte tenu du passé génocidaire de l'Allemagne. Mais en revanche, pour conduire des politiques qui visent l'intérêt national, ça, tout le monde est d'accord. SPD, CDU, CSU, tout le monde est d'accord. En France, si vous dites que vous voulez conduire une politique nationale à travers l'Europe, vous êtes immédiatement voué aux gémonies par tous ceux qui s'estiment dépositaires de la raison européenne. Donc vous êtes vous les critiques. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, je vais aller directement, une question mémorielle? Vous le dites clairement, bon, l'Allemagne n'a pas le droit, la nation, on sait où ça a mené, etc., les années 30. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça en France? Parce que effectivement, la question est également liée à une question secondaire qui est celle de savoir pourquoi est-ce que nos élites sont les plus post-nationales, en fait. C'est ça la question sous-jacente. Pourquoi est-ce que nos élites ont le plus peur de la nation parmi les élites européennes? Bon, est-ce que c'est aussi lié à une question, je sais pas, de rapport de complexe de supériorité mémorielle, vous voyez, parce que il y a l'universalisme peut-être dévoyé, et aussi la question de notre interdiction personnelle dans le rapport à la nation. Oui, mais moi, alors l'universalisme, vous avez raison, c'est une déformation intellectuelle que nos élites ont. C'est pour ça qu'on a inventé la soi-disant maîtrise de la mondialisation, oui, et la globalisation. Les Américains, les Anglais ne voulaient pas de globalisation. Ils s'en fichent éperdument. Quand vous êtes la première puissance économique, industrielle et militaire du monde, vous ne cherchez pas à établir un cadre multilatéral. D'ailleurs, les successeurs voyez bien, de Trump font la même chose que lui. À un moment donné, vous dites non. Mais c'est les Français qui ont pensé ça. C'est l'ami et Delors, etc. Et surtout l'ami qui ont pensé qu'il fallait être plus intelligent que les autres et faire preuve de notre universalisme en créant un multilatéralisme économique, financier, commercial, etc. Bon,
qui n'a fait, en fin de compte, que nous pénaliser, ne serait-ce que par l'entrée du monstre chinois en 2001 dans l'OMC sans aucune contrepartie. Mais parce que on est là dans le domaine de l'idéologie pure, et même dans le domaine religieux pur, de la religion idéologique pure. Bon, oui, bien sûr qu'il y a ça. Bien sûr que nous sommes saisis de ça et qu'il y a des gens qui l'utilisent pour faire avancer le fédéralisme. Mais nous ne sommes pas, là où je ne vois pas pour nous le problème, c'est que nous ne sommes pas dans la situation de l'Allemagne. Nous n'avons pas à expier une faute qui d'ailleurs n'était pas une faute nationaliste, parce que l'hitlérisme n'était pas un nationalisme. C'était comment vous dire, un racialisme, un eugénisme, tout ce que vous voulez, une folie racialiste. Mais ce n'était pas un nationalisme. Bismarck était nationaliste. Mais Hitler n'était pas nationaliste, il était simplement un extrémiste totalitaire. La preuve, c'est que son rêve, c'était d'établir l'Empire européen. Ce qu'il a d'ailleurs fait, le Troisième Reich. Bon. Donc ce n'était pas un nationaliste stricto sensu. Donc nous n'avons pas à payer ça. Non, je crois que nous, ce que nous payons, c'est cette espèce de vision un peu entre universaliste, intellectuel et un peu romantique de nous, ça c'est Victor Hugo, de nous allons nous aimer tous les uns les autres, et là-dedans, comme nous sommes plus intelligents parce que nous sommes français, ce qui est vrai, parce que les Français sont les plus intelligents, vous voyez, je suis patriote et même nationaliste, eh bien nous allons pouvoir, en gros, faire ce que nous voulons de l'Europe, et en particulier en faire un instrument de puissance. Mais comme on n'est pas capable, en réalité, ensuite, d'expliquer clairement ce que nous... Depuis De Gaulle, hein, parce que De Gaulle l'avait fait, lui, de dire clairement ce que nous voulons faire de l'Europe et pourquoi, après, on tombe dans cette espèce de marais des élites. Et pourquoi les élites françaises sont les plus bêtes du monde, les plus européistes, les plus fédéralistes, les plus mondialistes du monde, je ne saurais vous le dire, mais c'est un fait. J'ai cité dans mon livre une phrase de Christopher Soames qui fut en son temps vice-président de la Commission européenne et qui avait dit un jour, ou écrit un jour, il faut toujours mettre un Français dans une instance de décision internationale parce que c'est le seul qui ne défendra pas son pays. Elle est très connue, celle-là. Oui, elle est absolument exacte. Ouais. Et elle représente exactement notre travers. Alors pourquoi ce travers national qui fait dire à Jacques Delarosière de Champfeux, ancien directeur général du Trésor, 90 ans passés, et ancien directeur général du FMI, que c'est les élites françaises qui sont responsables de la situation actuelle et de la montée des populismes et du malheur français. Donc si lui le dit, ça doit être vrai. D'où vient cette forme de perdition intellectuelle, politique et au final morale? Je ne saurais vous le dire. Mais on peut trouver quelques éléments de réponse, mais pas une réponse complètement satisfaisante. Enfin, moi, je ne l'ai pas en tout cas. Vous expliquez à raison dans votre livre que le fédéralisme n'est quasiment jamais assumé aujourd'hui par nos élites. En revanche, il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus assumé au niveau idéologique, c'est la référence à l'idée impériale. On l'a retrouvé récemment dans la bouche de Bernard-Henri Lévy, par exemple. On l'a retrouvé chez Bruno Le Maire, qui a titré un ouvrage avec le mot empire. On l'a retrouvé également dans un discours d'Emmanuel Macron. Alors, l'idée impériale, elle est très importante, évidemment, dans l'imaginaire européen. Ça renvoie aussi bien à l'Empire romain qu'au Empire romain germanique. C'est l'Empire austro-hongrois. Enfin, c'est bien d'autres choses. Elle est assez déroutante pour un Français dont l'imaginaire repose en grande partie sur le pouvoir de l'État, d'une part, et la puissance du fait national de l'autre. Alors, j'aimerais vous poser une question double. Pourquoi faire référence à l'Empire ? Et qu'est-ce que vous inspire finalement ces références constantes? Alors, pourquoi faire référence à l'Empire? Vous avez raison, c'est assez singulier que de voir le ministre de l'économie et des finances écrire un livre qui s'appelle « Le nouvel empire européen », de voir des intellectuels, pour le coup, fédéralistes... Généralement, ils précisent un empire soft, on comprend que c'est par le droit et la norme. Mais, oui, enfin, peu importe. Ils utilisent la formule « empire » ou... structure impériale, enfin, ça ne leur fait pas peur. Alors, pourquoi le font-ils? D'abord, parce que c'est la poursuite du fédéralisme clandestin. C'est une manière de poursuivre le même objectif en n'utilisant pas le mot qui va le démasquer. Et à cet égard, je reviens à nouveau à Raymond Aron, qui, dans les années 60, avait écrit... Je ne sais pas si c'est pas dans Paix et guerre entre les nations, je ne sais plus, enfin je le lis dans mon livre, je pourrais vous trouver la référence, ou vous pourriez la trouver. Il avait écrit que la fédération, c'était la forme civilisée de l'Empire.
Bah, aujourd'hui, en renversant la formule, l'empire, c'est la forme politiquement correcte du fédéralisme. C'est meilleur de faire la chose sans la nommer. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, il est géopolitique. C'est-à-dire que comme ces gens qui ont une courte vue et ne voient pas les choses sérieusement, veulent tirer argument de ce que nous serions entourés d'empires, vous voyez, les empires chinois, empire américain, etc., pour constituer nous-mêmes, afin de nous sauver et d'arriver à résister à cet étau, un empire européen. Mais c'est totalement absurde. Totalement absurde. Parce que la Chine n'est pas un empire, et les États-Unis ne sont pas un empire. Ce sont tous les deux des États-nations. Et d'ailleurs, ce qui leur donne leur force principale n'est pas tant leur masse, n'est pas tant le fait d'être des colosses, démographiquement, dans le cas de la Chine, militairement, scientifiquement, économiquement, dans le cas des États-Unis, mais d'avoir une cohérence dans leur identité extrêmement forte. Vous voyez, ce ne sont pas des empires, ce sont des États-nations très, très, très identitaires et très puissants. Et donc, l'idée devrait, nous, pauvres Européens, construire un empire, parce que pour le coup, ce serait effectivement un empire, parce qu'il serait constitué à partir de nations diverses. Je vous rappelle quand même, je dois le rappeler, puisque je le lis encore sous la plume de Thierry Breton il y a 15 jours, qu'il y a une petite différence qui a l'air d'échapper aux fédéralistes, c'est que la France n'est pas le Wisconsin, l'Allemagne n'est pas l'Alabama, l'Italie n'est pas le Massachusetts, et le Portugal n'est pas le Dakota. Ce sont des nations. Ce ne sont pas des États dont les contours ont été tracés avec un trait et qui sont simplement en réalité des États au sens administratif du terme, pour une population qui est une seule nation. Bon, on va faire ce détour, malheureusement, parce que c'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, cette idée d'un empire européen, et j'en viens à la réponse à votre seconde question, est non seulement absurde du point de vue rationnel, mais elle serait, puisqu'elle est impossible, elle ne répond pas à la présence d'empire, mais elle serait de surcroît absolument catastrophique, puisqu'elle reviendrait en réalité à imposer un pouvoir central à des nations qui n'en veulent pas, pour au final les défaire. Les défaire. Il ne faut pas oublier de ce point de vue-là l'article magnifique de Kundera en 84, le kidnapping de l'Occident, où il dit très bien que l'empire, c'est le minimum de diversité sur un maximum de territoire. Voilà. Or, l'Europe, c'est le maximum de diversité sur un tout petit territoire. D'accord ? Donc, si on faisait un empire européen avec un centre à Bruxelles, ou à Francfort, ou à Berlin, vous voudrez, enfin, il ne sera pas à Lisbonne, hein, on a bien compris, hein, ni à Rome, ni même à Paris, eh bien, ce sera l'arasement des nations. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est non seulement hypocrite, fédéralisme clandestin, mais c'est une formule extrêmement dangereuse pour l'avenir de notre nation et de toutes les nations qui composent l'Union européenne. Il nous reste 2 questions à vous poser. Si on va essayer d'être un peu plus rapide pour pouvoir prendre des questions du public. La salle. Comment ? La question de la salle. Oui, mais on va nous vous poser 2 questions assez rapidement avant. La première est la suivante. Vous dites dans votre livre, malgré toutes les critiques que vous adressez à l'encontre de l'Union européenne, que vous n'êtes pas favorable au Frexit. Est-ce que vous pouvez très succinctement expliquer pourquoi ? Et étant donné que vous n'êtes pas favorable au Frexit, vous défendez une Europe confédérale. Quel changement est-ce que vous préconiseriez dans les traités actuels? Vers quelle répartition des compétences vous voudriez aller? Parce que vous dites qu'il y a un problème d'enchevêtrement des compétences qui rend le tout illisible aujourd'hui. Et dernière question qui est liée, comment arriver, étant donné qu'il faut l'unanimité par exemple pour revoir les traités, à ces changements? Quel rapport de force on met en place et quelle ligne rouge à ne pas franchir on définit? Alors, je vais répondre très vite, parce que... Comme il y en avait même une troisième, mais tu m'as dit. très large. Elle est très large, qui mériterait un débat entier, mais pourquoi je ne suis pas favorable au Frexit? Pardon. Je ne suis pas favorable, parce que si nous sortions de l'Union européenne, c'est la fin de l'Union européenne. Il n'y en aura plus. L'Union européenne sans la France, c'est zéro. D'ailleurs, sans l'Allemagne, etc. Ce serait donc catastrophique, parce que nous sommes engagés dans une démarche qui, certes, a été tordue, dévoyée, tiré dans un sens qui ne me convient pas, et probablement ici ne vous convient pas. Néanmoins, moi je reste fidèle à ce que le général de Gaulle disait en 1963, c'est-à-dire l'avenir de la France s'inscrit
désormais dans le cadre européen. Et ce qui valait en 1963 vaut encore aujourd'hui. Donc je ne vois pas d'intérêt aujourd'hui à sortir de l'Union. Je pense même que l'objectif n'est pas de sortir de l'Union, l'objectif est de changer d'Union. J'en viens à votre question, que je fais vite pour pouvoir un peu de temps. Quid des traités? Mais il n'y a pas besoin de changer les traités. Les traités, il ne faut pas les changer. Il ne faut pas en sortir, comme dirait Mélenchon. Il faut les faire respecter. L'article 4 du traité de l'Union dit que l'Europe respecte les identités nationales. Eh bien, qu'elle le fasse. L'article 5 établit la répartition des compétences entre la Commission et les États membres. Eh bien, que cette répartition soit respectée. C'est tout. Et vous aurez immédiatement un système de type confédéral qui est déjà de type confédéral. Pourquoi? Pour des raisons politiques et démographiques. À partir du moment où les fédéralistes, qui se sont d'ailleurs sabordés à cette occasion, ont voulu demander l'élargissement, quand vous passez de 15 à 28 et 27, vous ne pouvez pas être dans un système fédéral. Vous êtes de facto dans un système de type confédéral. Voilà, on y est. Donc c'est vers ça qu'on tend. Et par ailleurs, parce que grâce au président Giscard d'Estaing, j'imaginais pas un jour avoir à le dire. Car pour moi, avant d'étudier la question, Giscard d'Estaing, c'était l'archétype du fédéraliste et de l'européiste technocratique, ce qui est faux. Et quand vous lisez les dernières déclarations de Giscard d'Estaing, peu avant sa mort, ou dans les 10 dernières années, il ne cesse de dire qu'il faut combattre le fédéralisme et qu'il est partisan de la confédération. Et j'en veux pour preuve que l'institution aujourd'hui la plus importante dans le dispositif européen, celle qui nous sauve, c'est le Conseil européen. C'est-à-dire la réunion à 27 des chefs d'État et de gouvernement, qui est d'ailleurs la seule instance véritablement démocratique de l'Union, puisque les gens qui y participent sont désignés par leur nation et leur peuple respectifs et leur rendent des comptes. En tout cas, sont censés le faire. Eh bien, qui a inventé le Conseil européen en 1974? Giscard d'Estaing. Il devait déjà avoir en tête l'évolution qu'il souhaitait. Donc, ma réponse à la hache, c'est celle-là. Si vous voulez avoir davantage, il faudra me réinviter. Ben, comme ça, je vous pose... Je viendrai volontiers. Je vous pose ma question, ma dernière question avant de donner la parole au public. Elle est peut-être un peu personnelle. Je voulais savoir quel bilan vous tirez de votre passage à l'Élysée et notamment de votre sortie, qui fut un peu houleuse. Je voudrais savoir qu'est-ce qui différence il y a quand on passe de l'exercice du pouvoir au non-exercice du pouvoir et quel regard vous portez tout simplement sur ces années que vous avez passées à l'Élysée. Alors, je ne suis pas passé de l'exercice du pouvoir au non-exercice du pouvoir, parce que je n'exerçais pas le pouvoir à l'Élysée, ça ne vous conseillez quand même. Non, et qu'en réalité, le président de la République ne l'exerçait pas non plus. Ah, bon. Car ma première constatation, quand je suis arrivé à sa demande comme conseiller politique du président Hollande, c'est de constater qu'il regardait le pouvoir comme une poule regarde un couteau. D'accord. C'est-à-dire, comment vais-je faire? Parce que Hollande... À cet égard, je n'ai pas connu le premier, mais tout à fait semblable à ce que je peux comprendre de Chirac. C'est-à-dire que ce sont des animaux politiques tout à fait doués pour conquérir le pouvoir. Ce sont des politiciens, vous voyez, capables de gagner une élection avec talent, mais incapables d'exercer le pouvoir. Ça, c'est une situation idéale quand on est conseiller, non? Non, c'est idéal si vous êtes face à un vase vide que vous pourriez remplir. Mais quand vous avez un vase très plein, mais qui n'accepte pas la moindre goutte d'eau, vous êtes simplement cantonné à un rôle, d'ailleurs le président de la République, avec lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, le sait aussi bien que moi, un rôle au début désagréable, mais qui peut avoir son intérêt cocasse, parce que ça donne quand même quelques scènes comiques, et assez vite, c'est la consternation, puis l'accablement, et enfin l'expulsion d'une manière ou d'une autre. Indigne dans le cas qui fut le mien, mais n'oubliez pas que je suis parti en avril 2014, Emmanuel Macron a quitté l'Élysée en juin 2014, comme disent les enfants, sans rien. Pour un inspecteur général des finances, secrétaire général adjoint à l'Élysée, qui n'avait pas le début du commencement de la moitié d'un embryon d'une trace de différence politique avec son président. Mmh. Il est parti sans rien, tellement le désaccord entre les deux hommes était grand. Et leur divorce consommé. Donc il s'agit d'un désaccord politique? Non, humain. Humain et politique. Humain. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ça? Ben, on tire beaucoup de choses pénibles, mais que le temps permet d'estomper puis d'évacuer. Et puis on en garde quand même la connaissance intime de questions relatives à l'appareil d'État, que je connaissais très bien pour avoir été conseiller politique de Lionel Jospin pendant 5 années à Matignon, en période de cohabitation, donc pour laquelle le Premier ministre avait tout le pouvoir, ou presque,
pas en matière européenne, pas en matière diplomatique, mais pour le reste, il l'avait, et que ça reste malgré tout une expérience passionnante. J'imagine que vous avez dû voir, observer Emmanuel Macron à l'époque. Ben, très bien, j'étais très lié avec lui, alors, je suis toujours d'ailleurs. Est-ce que vous auriez, alors sans faire une question de journaliste politique, hein, mais est-ce que vous auriez... Vous êtes non, que je suis pas journaliste politique, mais peu importe. Est-ce que vous aviez vu les ambitions? Est-ce que vous sentiez que cet homme-là... Il avait une ambition politique tout à fait assumée. Et de toute manière, dans ces cas-là, c'est pas la peine de vous en référer aux propos. Les actes comptent. Quand vous êtes associé gérant chez Rothschild, que vous avez gagné la dernière année de votre travail 1 500 000 €, et que vous allez en gagner 150 000, c'est-à-dire diviser votre revenu par 10, c'est certes, parce que vous aimez votre pays et que vous avez envie de le servir, assurément. C'est néanmoins parce que vous avez probablement une ambition politique. Donc Emmanuel avait une ambition politique, mais je ne pense pas du tout qu'il imaginait être président en 2017. D'accord. Ça, ce sont les circonstances de la vie. Quand il a quitté l'Élysée en juin 2014, il avait un poste à la LSI, il avait monté sa boutique d'ingénierie financière, de petite boutique de fusion-acquisition, de banquier d'affaires, et il pensait probablement qu'il serait président de la République 10 ans après. Ce que j'entends par là, c'est quel était son degré d'emprise sur François Hollande? Nul. D'accord. Il n'y a personne qui en a pris sur François Hollande. C'est des personnalités... Enfin, on va rentrer dans le domaine de la psychiatrie, je pense que ce serait le moment de s'arrêter. Merci Aquilino Morel. Il nous reste un peu moins de 15 minutes pour prendre des questions de la salle, donc on va vous faire passer le micro si vous voulez vous manifester. S'il vous plaît, on va prendre des questions courtes. Par contre. Et il faut signer tous les livres, là. Oui, c'est ça, et on prendra... Il faut acheter mon livre, je suis là pour ça. On prendra 2-3 minutes pour faire dédicacer le livre, si vous voulez vous le procurer. Il n'y en a que 10 exemplaires, là. Il faut qu'ils partent. Hein. Moi, j'en ai déjà un, donc... Tout doit disparaître. On sera prioritaire pour faire dédicacer le nôtre, évidemment. Qui a une question? Oui. 1, 2, 3... Monsieur a levé la main en premier. Ouais, parlez bien fort pour qu'on vous entende pour la vidéo. Vous avez vaguement évoqué l'idée de force dans la petitesse d'une nation, enfin, par la taille, d'agilité. Est-ce que vous pourriez détailler Je pourrais vous donner de nombreux exemples. Ils sont d'ailleurs, je ne dis pas ça pour vous acheter mon livre, même si je voudrais que vous l'achetiez. Il s'y trouve, mais la période récente vous a bien montré que vous pouvez être un tout petit pays comme Israël, comme le Thaïlande, Taïwan, etc. Et vous tirez très bien de la crise du Covid. Ce n'est pas les mammouths qui se sortent forcément très bien de ça. Pour un exemple qui n'a rien à voir, le petit Vietnam a fait, par cohérence nationale, a fait plier le géant américain. Et puis, je pourrais multiplier les exemples. La Finlande, tout ce que vous voulez, mais revenons-en simplement. Vous connaissez la Bible. C'est le petit David qui a tué le gros Goliath. Donc vous savez, c'est toujours très important, ces histoires-là, c'est notre culture, mais c'est la vérité. Bon. Alors, donc, je pourrais multiplier les exemples, mais je ne dis pas que le fait d'être unis ne contribue pas à donner de la force. Mais vous observerez que la sagesse populaire nous l'indique, c'est l'union qui fait la force, c'est pas la taille. Or, l'union, c'est une qualité, c'est pas une quantité. Vous pouvez être très gros et désunis. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes 27, et l'Europe est plus désunie qu'elle ne l'était à 15, à 12 ou à 10. Et encore, a fortiori, à 6. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, vous avez fait de l'économie, vous connaissez la loi des rendements décroissants. À un certain moment donné, tant que vous grossissez, vous avez des rendements positifs. À un moment donné, il y a un effet de seuil qui fait que, passé ce seuil, le rendement devient décroissant. C'est la contre-productivité chère à Ivan Illich, le concept qu'il a posé, qu'il a inventé. Ça existe en matière politique et en matière diplomatique. Oui, une question sur le fait que vous êtes quand même assez proche d'Arnaud Montebourg. On est en période électorale. Vous avez décrit un programme plutôt souverainiste, social. On a bien compris que pour vous, le souverainisme, c'est la condition d'application du socialisme, et que le socialisme s'oppose au fédéralisme. En tout cas, vous avez insisté là-dessus en parlant du président Mitterrand. Quand vous avez dit qu'il a fait un jeu de bonne taux, oui. Il a troqué le socialisme pour le fédéralisme. Alors, ma question est simple. À l'approche des présidentielles, pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas Arnaud Montebourg? C'est Arnaud Montebourg qui vous envoie, c'est ça? On n'avait dit pas de questions de journalistes politiques. Et deuxième question, moi je suis dégagé de tout journalisme politique, donc je suis un citoyen comme un autre, transpartisan, donc voilà, je pose la question. Et deuxième question, vous avez parlé de votre ami Henri Guénaud qui
qui aurait pu dire... Je ne soutiens pas non plus Henri Guénaud à la présidentielle, hein, vous avez Non, remarqué. par contre, alors, l'ambition d'Arnaud Montebourg, c'est d'aller au-delà des clivages partisans, il est soutenu par aucun parti. Pourquoi est-ce que tous les deux, vous ne le soutiendrez pas? Voilà, si vous êtes d'accord avec son projet, avec sa vision, et quels sont, si vous ne souhaitez pas le soutenir, les points de divergence que vous pouvez avoir avec lui? Non, mais là, vous touchez à une question très personnelle. Je vais y répondre. Je ne cherche pas du tout à l'éluder. Mais vous accepterez que j'en garde une partie pour moi. Arnaud Montebourg est mon ami. Et contrairement à ce que vous croyez, je le soutiens. Ce n'est pas parce que mon soutien n'est pas public que je ne soutiens pas. Quand un ami vous appelle, vous demande votre conseil, si vous êtes son ami, vous le lui donnez. C'est ce que je fais. Je ne suis pas engagé auprès de lui dans cette campagne parce que je ne le souhaite pas. Je ne sais pas pourquoi. D'abord parce que j'ai dirigé sa campagne en 2011. Voilà, que c'est fait, que j'ai, je crois, passé l'âge de faire ce genre de choses, même s'il n'y a pas d'âge pour bien faire, et que par ailleurs, vous avez ici une grosse partie de la réponse. J'ai passé 2 ans et demi, et ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professeur d'université, je ne suis pas, comme on dit, essayiste, je suis haut fonctionnaire, inspecteur général des affaires sociales, j'ai 5 enfants, j'ai une famille, donc écrire un livre comme ça, c'est du temps que vous prenez sur votre vie. Les vacances, les week-ends, etc. Et bien, pour moi, c'est très important, et je ne voulais pas, pour vous répondre très clairement, que, puisque la date de parution de mon livre, la date de déclaration d'Arnaud était presque concomitante, je ne voulais pas que cela vienne perturber précisément la promotion du livre, comme vient de me dire à chaque fois, alors vous êtes l'intellectuel organique d'Arnaud Montebourg, etc., ce que par ailleurs je ne suis pas. Bon, et donc, c'est simplement la raison. Après, je veux bien dire que le souverainisme, pour moi, est capital parce qu'il est le moyen de sauvegarder mon pays et ma nation. Je ne crois pas que ce soit le moyen de rétablir le socialisme en quoi que ce soit, parce que je crois que le socialisme tel que je l'ai connu moi, tel que je l'ai rêvé, tel que je l'ai aimé, et tel que je l'ai mis en musique, et tel que je l'ai pratiqué un certain temps, n'existe plus. Pour l'instant. Troisième. Bah, monsieur avait levé la main avant, je crois. S'agissant du fédéralisme furtif, en fait, je pense quand même une explication, c'est peut-être que c'est un fédéralisme un peu particulier, parce que le fédéralisme ne veut pas forcément dire pas de démocratie, il ne veut pas dire pas de nation. Les États-Unis d'Amérique sont une démocratie, sont une nation. Mais la particularité de ce fédéralisme-là, c'est qu'il est post-national et antidémocratique. Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas se... Oui, mais absolument. C'est ce que je vous ai dit. On ne peut pas... Tous ceux qui comparent la situation de l'Europe avec les États-Unis commettent une faute anthropologique, politique absolument considérable. On ne fait pas, je vais vous répondre très simplement, c'est le général de Gaulle qui l'avait dit, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Donc on ne fait pas du fédéralisme avec des nations. Ou alors, il faut les couper, il faut les hacher menus. Voilà. Et ça, évidemment, les fédéralistes ne peuvent pas le dire. Donc ils se taisent. Absolument. On va prendre une dernière question, peut-être 2. Monsieur au fond. Monsieur, Il y a moins 10. Hein. on finit. Une seule du coup. Hein, je pense que ce sont des choses totalement distinctes. Moi, je suis internationaliste. Pourquoi? Parce que je crois aux nations. L'internationalisme, ce n'est pas le fédéralisme. Et c'est encore moins la disparition des nations. C'est précisément s'appuyer sur des nations qui ont l'intention, le vœu et l'action de coopérer pour construire une amitié, une solidarité, des politiques communes. S'il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'internationalisme. Et par ailleurs, ça me fait penser, pour le coup, à l'argument supplémentaire dans mon puzzle de reconstitution du grand dessin mitterrandiste. Il y a évidemment, vous l'aviez gentiment tendu la perche, mais j'ai oublié, l'article du Monde, la tribune du Monde, du 29 février et du 1er mars 68. Mitterrand explique que le dilemme qui sera celui de la gauche lorsqu'elle arrivera au pouvoir, 15 ans avant mars 83, ce sera le socialisme ou l'Europe. Alors on ne me fera pas croire qu'un esprit supérieur comme Mitterrand, qui avait fait toute sa carrière sous la 4e, qui connaissait parfaitement toutes les données du problème, quand il écrit ce papier, il ne va pas le méditer pendant 15 ans, alors que sa seule pensée toute la journée, c'était comment vais-je devenir président de la République, et à quel moment, avec pourquoi, et avec qui, etc.
Il savait très bien les données du problème. Et entre le socialisme et l'Europe, il avait choisi l'Europe. Hein, d'ailleurs, il l'a prouvé. Je vous remercie, Aquilino Morel. On aurait pu, je pense, prolonger la discussion pendant des heures. On ne pourra pas le faire ce soir, mais ça tombe bien, vous avez écrit 600 pages sur le sujet. 592, cher ami. 592. Si vous souhaitez vous procurer le livre et le faire signer donc, par Aquilino Morel, vous pouvez venir ici. On le vend donc, à 25 € en chèque ou en espèces. Voilà, en tout cas, je n'encaisse même pas l'argent. Hein. Nous non plus, c'est pour Grasset. Donc merci infiniment, merci à vous de votre invitation. Morel. Merci beaucoup.